Le 3 janvier 1966 au Burkina, un soulèvement populaire conduisait à la chute du premier président du pays, Maurice Yamégo. 54 ans après, devoir de mémoire, l'unité d'action syndicale fait le point de ses luttes actuelles. Et puis je vous propose de découvrir la myciculture, culture des champions dans ce journal. Culture très peu connue au Burkina, une jeune femme juriste de formation s'est lancée dans la pratique. Nous avons déplacé une équipe dans sa caverne de champions. Image dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Il y a 54 ans, le Burkina Faso, à l'époque Haute-Volta, vivait son premier soulèvement populaire. C'était le 3 janvier 1966. Seulement 6 ans après son indépendance, le peuple burkinabé était dans la rue pour mettre fin au mandat du premier président Maurice Yamégo. Le mouvement syndical s'opposait notamment à des actes de mauvaise gouvernance dont les travailleurs devaient payer le lourd tribut. Notre chef de desk politique, Bernard Bougma, vous propose un rappel historique. À l'origine de ce premier soulèvement de l'Afrique noire post-coloniale, il faut juste retenir les mesures d'austérité prises par le président Maurice Yamégo. Il s'agissait d'une batterie de mesures qui visent à rationaliser les dépenses pour pouvoir faire face à la situation difficile d'alors. Des mesures drastiques dont la réduction des allocations familiales de plus de 50%, le rabattement des salaires de 20%, le blocage des avancements des fonctionnaires de 2 ans. En outre, le président Maurice Yamégo avait interdit les réunions syndicales et le droit de grève. Sont également visées la suppression des subventions aux écoles privées. Tous ces événements sont arrivés au moment où le président Maurice Yamégo venait de remporter l'élection présidentielle de 1965 avec 99,97% des voix. Mais les choses ont été débordées quand celui-là même qui a pris ces mesures s'est permis une lune de miel au Brésil à coups de millions sur le dos de l'État voltaïque en son temps, après son deuxième mariage. En outre, Maurice Yamégo avait sur son dos la chefferie traditionnelle dont il bafouait l'autorité. Il avait également institué des élections pour le choix des chefs traditionnels. Les relations entre Maurice Yamégo et l'Église catholique n'étaient plus également au beau fixe à l'issue de son deuxième mariage, car pour un ancien séminariste se réclamant catholique, la pilule était très difficile à avaler. Donc une marche pour protester contre ces mesures et réclamer plus de liberté syndicale va déchaîner en un soulèvement populaire. L'armée au pouvoir ont scandé les manifestants, dont l'homme politique, le professeur Joseph Kizerbo. Maurice Yamégo abandonne son pouvoir au profit du colonel Aboubakar Sangoulé Lamizana, son chef d'état-major d'alors. La Haute-Volta, devenue Burkina Faso, venait d'offrir à l'Afrique son premier soulèvement de l'histoire, dont le remake a été l'insurrection populaire d'octobre 2014, pilotée cette fois-ci par les partis politiques et les organisations de la société civile. Les syndicats ayant observé les choses à distance, même si les différents militants des syndicats ont mis les pieds dans les plats. Les centrales syndicales, pour ne pas dire les organisations syndicales, n'ayant pas officiellement appelé leurs militants à prendre part à l'insurrection populaire d'octobre 2014. Et dans le cadre de la commémoration de ce premier soulèvement populaire, l'unité d'action syndicale a organisé un panel, occasion d'évaluer les acquis des mouvements syndicaux et de dégager des perspectives. Le panel s'est tenu à Ouagadougou hier 3 janvier. On en parle avec Abdoulrahim Migné. 3 janvier 1966, 6 années après les indépendances, le régime de Maurice Yamégo, premier président de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, s'effondre sous la pression de la rue. 55 ans après cet événement, le mouvement syndical burkinabé réuni autour de l'unité d'action syndicale UAS jette un regard rétrospectif sur ses activités en faveur de l'amélioration des droits des travailleurs et l'ancrage de la démocratie. Et l'UAS compte à son actif des actions dans la défense des intérêts des travailleurs et des populations en général. La dénonciation des programmes d'ajustement structurel passe, quelle que soit l'appellation, y compris le PNDS.
la participation du mouvement syndical entièrement ou en partie à la lutte contre la vie chère, les crimes économiques et la corruption à travers la CCVC et le RENLAC. Les prises de position contre les dévaluations du franc CFA le 12 janvier 1994. Les luttes contre la réforme globale de l'administration publique ERGAP. L'adoption et l'application de la loi 081 qui a amélioré sensiblement les salaires des fonctionnaires brimés antérieurement par la loi 013. Les augmentations de salaire, même si elles sont faibles, et appliquées de façon sélective. Pour l'UAS, la lutte est loin de prendre fin. Elle note plusieurs défis à relever pour la prise en compte des revendications des travailleurs par le gouvernement. Il s'agit d'œuvrer à donner une suite à des engagements pris par le gouvernement à l'égard de l'unité d'action syndicale, mais aussi envers certains syndicats ou regroupements syndicaux. La mise en œuvre de l'allocation chômage. L'inflation qui se traduit par des augmentations de prix de certains produits. La crise qui prévaut dans le secteur essentiel tel que ceux de l'éducation, de la santé et du foncier. Pour les conférenciers du jour, le pouvoir du MPP a donné du fil à retordre aux travailleurs. C'est pourquoi Richard Tiendrebego et ses camarades disent ne pas attendre grand-chose de ce deuxième quinquennat du président du Faso. Je préfère dire la vérité, nous n'attendons pas beaucoup. C'est ce que nous avons relevé, c'est-à-dire c'est la préparation de la répression du mouvement syndical. Et nous aussi, nous avons sollicité le mouvement syndical à se préparer à la conséquence, qu'il sache que le mouvement syndical a toujours su faire face à toutes les difficultés. L'unité d'action sera retrouvée pour s'opposer à sa liquidation, comme l'a tenté le CNR qui a échoué, comme l'a tenté bien d'autres pouvoirs avant le CNR, ainsi de suite là. Cette fois-ci encore, ils vont nous trouver sur notre chemin. Ce panel, un cadre d'échange entre les mouvements syndicaux, a permis de faire des recommandations pour renforcer l'UAS dans la lutte pour l'atteinte de ses objectifs. Pour les responsables, le plus important est une véritable unité d'action. Retour sur l'actualité en 2020, en politique, élection de Roch Kaboré, mise en place de la 8e législature, crise de leadership et guerre de positionnement au sein de certains partis politiques. L'actualité a été très bien fournie selon Bernard Bouma. L'année politique 2020 a été essentiellement consacrée à la chose électorale. Ainsi, le MPP a tenu son congrès ordinaire le 7 mars 2020, qui a vu la prise en main officielle du parti par Simon Compaoré, lui qui assurait l'intérim après le décès du docteur Salifou Diallo 2017. Mais la maladie à coronavirus a quelque peu bousculé les activités des différents partis politiques. L'enrôlement biométrique a également connu des perturbations dues à la maladie à coronavirus et a repris dans le mois de mai. Le CDP a tenu sa rencontre de désignation de son candidat le 10 mai. Mais il faudra attendre le dernier semestre de l'année pour voir les différentes investitures des candidats à la présidentielle. Roch-Marc Christian Kaboré a été investi par son parti le 11 juillet. Edi Komboego, le tout nouveau chef de file de l'opposition, lui a été investi le 26 juillet 2020 et Zéphirin Diabré le 25 juillet, soit un jour avant l'investiture d'Edi Komboego. C'est dans ce contexte que l'Assemblée nationale, sous le leadership de Bala Alassane Sakandé, publie un rapport demandant le découplage de la présidentielle des législatives et le report des législatives pour novembre 2021. Son offre a été vivement rejetée et par l'opposition et par la majorité. Mais novembre sera aussi le mois qui a connu une intense activité politique en cette année 2020 à travers les 3 semaines de la campagne présidentielle et législative, la tenue effective des élections le 22 novembre, la proclamation des résultats provisoires par la CENI le 26 novembre consacrant Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso au premier tour avec 57,94% des voix, devançant ainsi Edi Komboego 15,57% et Zéphirin Diabré 12,46% des voix pour ne retenir que le trio de tête. Le 18 décembre, le Conseil constitutionnel confirme la victoire de Roch Kaboré en annulant 200 bureaux de vote tout en ramenant le score du président élu à 57,74% pour 50,22% comme taux de participation. Le président est réélu, prête à nouveau serment pour son deuxième mandat de 5 ans. Et l'Assemblée nationale valide le mandat des 127 députés, parmi lesquels 14 ministres, et le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, est lui aussi reconduit pour un bail de 5 ans.
En 2020, le Burkina a connu un certain nombre d'événements sur le plan sécuritaire. Cette année n'a pas été de tout repos pour les forces armées nationales et les populations civiles. Ils ont fait face à plusieurs attaques terroristes qui ont accentué les mouvements de déplacés internes. On retient également que les forces de défense et de sécurité ont été remarquables sur certains fronts face au terrorisme. Fatima Tanikima. Alors que les Burkinabés se souhaitaient encore les villes meilleures, les forces du mal mettaient en place leur plan macabre. C'est ainsi que le 4 janvier 2020, un engin explosif emportait avec lui 14 personnes dont des élèves. C'était l'une des premières de l'année 2020. Après cette embuscade, ça ne suivit plusieurs autres contre les forces de défense et de sécurité, mais aussi contre les populations civiles. Parmi ces attaques, l'on se souvient encore de celle du 20 janvier qui a fait 39 victimes, dont 36 personnes décédées et 3 blessés dans des villages de la province du San Matenga, dans le nord du pays. Alors, un deuil national de 48 heures fut donc décrété par le président du Faso. L'attaque contre le village de Silgadji, dans le Soum, perpétrée le 25 janvier 2020, a fait elle aussi 39 morts. Un bilan dressé par le gouvernement dans un communiqué. Dans la nuit du 17 au 18 février 2020, l'attaque du détachement de Kelbo faisait 3 morts du côté des FDS. 11 jours après, 10 policiers perdaient la vie dans l'attaque du commissariat de Seba dans la région du Sahel. Le passage d'un véhicule de l'armée sur un engin explosif le 3 mars faisait 3 morts et 4 blessés sur l'axe Ban-Kumbori. Quelques semaines plus tard, les forces armées nationales perdaient 3 gendarmes sur la piste rurale Gumboro-Garkere dans la province du Sourou. Un engin explosif improvisé qui faisait aussi 4 blessés dans les rangs de l'armée. Le mois d'avril 2020 n'a pas été de tout repos pour les FDS. Selon l'agence d'information du Burkina, une patrouille du détachement militaire de l'armée burkinabé, basée à Bourzanga, a été l'objet d'une embuscade le 4 avril 2020 par des hommes armés. Selon les informations recoupées par l'AIB, l'attaque a eu lieu entre le village de Kieka et Nafo. Le bilan a fait état de 3 militaires tués, un volontaire blessé et 2 autres militaires portés disparus. Une autre attaque a emporté 5 militaires du détachement militaire de Solé dans le Lorum quelques jours plus tard. 4 ont été portés disparus et 3 blessés. Le samedi 30 mai, aux environs de 12 heures, des individus armés sur des motos ont débarqué dans le marché de bétail de Kompiembiga. Plusieurs personnes, dont des marchands et des acheteurs d'animaux, ont été tués ce jour. Certains l'évaluent à plus de 20 morts. D'autres avancent des chiffres bien plus supérieurs. Le président du Conseil supérieur de la communication, Mathias Tankwano, a failli lui aussi perdre la vie le 12 juillet sur l'axe Diapaga-Kanchari. Il s'agissait d'une attaque aux engins explosifs improvisés suivis de tirs. Fort heureusement, le bilan fait état de 3 militaires légèrement blessés et le véhicule du président du CSC entièrement endommagé. L'on se souvient également du décès du maire de la commune rurale de Pensa, El Hadji Souleymane Zabré, le même mois. Le 10 septembre, une embuscade contre une unité d'intervention en mission de reconnaissance dans la zone de Mentao, province du Soum, a fait 4 soldats tués et 1 blessé. 2 jours plus tard, une autre unité en mission offensive au centre-nord a été prise à partie. Bilan, 1 gendarme tué et 3 blessés. Une vingtaine de victimes et blessés ont été enregistrés le 14 octobre dans des attaques contre des civils dans les villages et marchés de la commune de Gorgadji, province du Séno. La dernière, dont l'on se souvient toujours, est celle qui a été orchestrée pendant la campagne électorale. Une attaque qui a coûté la vie à 14 soldats burkinabés. Alors, plusieurs candidats à la présidentielle avaient suspendu leur campagne pour saluer la mémoire des hommes tombés sur le champ d'honneur. L'on se souvient aussi du meurtre du grand imam de Djibo qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. À côté de ce bilan macabre, les forces armées nationales dans leurs différentes positions ont enregistré des victoires en neutralisant plusieurs terroristes. Parmi ces victoires, on peut citer la neutralisation de 9 terroristes à Tanwalbougou dans la région de l'Est par la gendarmerie. Le 1er avril 2020, le détachement militaire de Touéni dans une riposte a mis hors d'état de nuit une quinzaine de terroristes. Une base terroriste démantelée à Tongmayel dans la province du Soum a permis de neutraliser 2 terroristes. Des engins explosifs improvisés et divers matériels ont également été récupérés.
une action menée le 11 septembre. Comme ces victoires, l'armée burkinabé en a enregistré plusieurs tout au long de l'année 2020. Sur le plan social, les messages de vivre ensemble semblent avoir fait des effets. Le pays a enregistré moins de conflits communautaires au cours de cette année 2020 comparativement à 2019, même s'il n'en manque pas. L'affaire Tanwalbougou a aussi fait beaucoup de bruit dans la région de l'Est. Dans cette affaire, 11 présumés terroristes ont perdu la vie à la gendarmerie de Tanwalbougou dans des circonstances non encore élucidées. Le moins que l'on puisse dire est que l'année 2020 n'a pas fait cadeau aux forces armées nationales. Le Burkina Faso a perdu des hommes dans les rangs de l'armée, mais aussi des populations civiles. Au cours de cette année 2020, plus de 200 personnes civiles et militaires ont perdu la vie au Burkina Faso du fait du terrorisme. L'appareil judiciaire burkinabé n'a pas chômé durant l'année écoulée. En effet, plusieurs dossiers étaient sur la table des juges d'instruction. Les affaires dites Charbon Fin, Jean-Claude Bouda et Norbert Zongo ont été d'actualité. On en reparle dans cette rétrospective réalisée par Serge Bado. L'année 2020 sur le plan judiciaire a été marquée essentiellement par l'affaire dite Charbon Fin et l'incarcération de l'ancien ministre de la Défense Jean-Claude Bouda. De l'affaire Charbon Fin, rappelons que c'est le 30 décembre 2018 que le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou ordonne la saisie par la Brigade nationale antifraude de l'or 30 conteneurs contenant du charbon fin et 2 autres à Ouagadougou. La quantité saisie représente 495 tonnes de charbon fin contenant 304,273 kg d'or et 135,891 kg d'argent. Appartenant à la société minière Essakan AM Gold, la mine demande une expertise des sacs de charbon fin. Et c'est le mardi 5 mai 2020 que le tribunal de grande instance de Ouagadougou accède à la demande d'Essakan. Après plusieurs reports, le jugement de l'affaire dite charbon fin portant fraude sur l'or dont la mine d'Essakan est accusée va connaître un rebondissement. 2 experts burkinabés s'attelleront à l'expertise des sacs. Ils disposent de 3 mois pour produire un rapport d'expertise minière. Il s'agira pour eux de déterminer la nature, les quantités et les teneurs en métaux précieux contenus dans les sacs. Jean-Claude Bouda, l'ancien ministre de la Défense, a été placé sous mandat de dépôt et déposé à la maison d'arrêt et des corrections de Ouagadougou le 26 mai 2020 suite à une plainte du réseau national de lutte anticorruption RENLAC pour blanchissement de capitaux et enrichissement illicite sur la base de la loi sur le délit d'apparence relativement à sa villa construite dans sa ville d'origine Manga. On se rappelle que l'enquête avait alors été ouverte sur les infractions de faux et usage de faux en écriture privée. L'ancien ministre s'est constitué en 3 ans un patrimoine immobilier d'un montant provisoire de 252 millions de francs CFA qu'il ne parvient pas à justifier au regard des revenus licites. Depuis le 28 septembre dernier, Jean-Claude Bouda bénéficie d'une permission d'1 mois pour raison de santé. Outre ces dossiers, l'appareil judiciaire n'a pas chômé cette année. En effet, 33 ans après le décès de l'ancien président Thomas Sankara, le dossier a été renvoyé devant le tribunal militaire, ce qui permet, selon les avocats de la famille du défunt, d'espérer la tenue d'un procès. Le juge d'instruction en charge du dossier a rendu son ordonnance de renvoi devant la chambre de contrôle du tribunal militaire. Pendant longtemps, ce dossier a fait l'objet de non-lieu, mais depuis 2015, il avance à grands pas. 22 ans après la disparition de Norbert Zongo et de ses compagnons, les familles attendent que justice soit faite. Une avancée majeure dans cette affaire, un mandat d'arrêt a été lancé contre François Comporé, supposé être un suspect majeur dans cette affaire. Autre information dans ce journal, je vous en parlais en titre. En plein cœur de la capitale burkinabé, une juriste de formation et ses collaborateurs pratiquent la myciculture, la culture des champignons. Une aventure lancée en 2019. Après 3 ans de recherche, on découvre la pratique qui est peu connue dans le contexte burkinabé. C'est dans ce reportage signé Sanata Seré et Fatima Tanikima. Nous sommes à la caverne burkinabé des champignons comestibles. Et dans cette maisonnette couverte de séquoies à l'intérieur, l'on pratique la myciculture, culture des champignons. Une ferme à l'intérieur de laquelle est exposé plusieurs baillots noirs sur des étagères. Cette agriculture qui est très peu connue au Burkina Faso est ici adoptée par Aïcha Deboura Traoré. Tout est parti d'un article que je regardais sur le net. Voilà, j'ai vu un exemple de réussite en Côte d'Ivoire et ça m'a tiqué. J'ai parcouru l'article, j'ai lu et puis j'ai essayé de lancer encore plusieurs recherches
sur la culture de champion en Afrique. Et j'ai vu que c'est une culture qui réussissait. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas laisser ici également. On est allé à l'université de Ouagadougou un peu partout pour savoir où est-ce qu'on peut avoir les éléments nécessaires. C'est ainsi que le professeur Sankara à l'université, à l'UFR SVT, nous a mis en contact avec l'université d'Abomey au Bénin. Voilà, pour une formation et pour pouvoir avoir aussi la sémence de mycélium. La culture des champignons se fait sous une température comprise entre 24 et 26 degrés. Et notre mycicultrice de nous expliquer les procédures de cette agriculture. Ok, donc la première étape, c'est l'acquisition des intrants. L'acquisition des intrants et à la semence de champignons qui est le mycélium et à la paille de riz, le substrat que nous utilisons. Voilà, donc après cette acquisition-là, nous procédons plutôt à la découpe de la paille. Et après, il y a un certain nombre de mélanges qu'on fait avant de pasteuriser ça. C'est après la pasteurisation maintenant que nous procédons à l'ensemencement à l'aide de la sémence, à l'aide du mycélium. Et après cette étape, nous déposons nos potes. Les kits de culture sont des kits fertilisés et stérilisés et puis ensemencés. Nous déposons maintenant dans la salle de culture et on patiente 3 à 4 semaines. 3 à 4 semaines, c'est ce qu'il faut aux champignons pour évoluer avant d'être récoltés. Il existe plusieurs types de champignons comestibles, mais ici à la caverne burkinabé des champignons comestibles, ils ont décidé de se lancer dans la culture des pleurotes, un champignon des pays tropicaux. C'est parce que cette culture est un peu moins d'obligations que les autres. Sinon, il y a plusieurs espèces de champignons comestibles qu'on peut cultiver. Mais compte tenu de notre climat ici, voilà, le pleurote s'y est bien. Mais au fur et à mesure, nous prévoyons quand même intégrer d'autres types de champignons. Il y a le shiitake qu'on prévoit intégrer. Et d'autres types de pleurote aussi. Parce que le pleurote a plusieurs espèces. C'est comme la culture, c'est comme j'ai dit ça. Une culture comme tout autre, c'est la nature qui autorise. Voilà, le principe c'est de 3 à 4 semaines, mais en fonction du climat qu'il y a et tout autour, souvent on peut aller au-delà de 4 semaines. Voilà. L'essentiel c'est de ne pas avoir beaucoup de pertes parce que les bottes de culture peuvent être contaminées, mais tant que ce n'est pas contaminé, ça peut prendre le temps qu'il faut pour pouvoir commencer à produire. Le champignon est une plante qui a de nombreuses vertus. Il est plus utilisé en cuisine et contient de la vitamine et des sels minéraux. Il a des vertus thérapeutiques et contient beaucoup de vitamine B, le zinc, et il a beaucoup d'antioxydants. Et c'est conseillé pour ceux qui souffrent d'hypertension ou de diabète ou qui sont prédisposés. Voilà, parce que c'est un aliment sain. Moi, j'aime l'appeler, c'est de la viande végétale. Ça se consomme comme on veut, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça nous apporte un bien-être et vraiment, on n'a rien à craindre comme les autres. Voilà. Et ce que je peux ajouter, c'est que c'est essentiel d'intégrer ça. Voilà, les champignons dans la consommation, dans nos habitudes alimentaires. La myciculture est une activité qui nourrit bien son homme et devrait être un potentiel à promouvoir au Burkina Faso, selon Aïcha Deborah Traoré. Pour que cela soit une réalité, il faudra que les Burkinabés intègrent la consommation du champignon dans leur habitude alimentaire. Selon la responsable de la caverne burkinabé des champignons comestibles, la majeure partie qui en consomme préfère les champignons dans les boîtes de conserve. La preuve, leurs principaux clients sont essentiellement quelques restaurateurs et particuliers. Une autre pratique peu connue au Burkina en sport, il s'agit du torbol, pratiqué par des personnes vivant avec un handicap visuel. Un rendez-vous a été effectif à travers la 5e édition du tournoi de la solidarité, initié par l'Amical Club des personnes en situation de handicap. Reportage à Sami Touré avec la voix de Alice Ouedraogo. Le torbal est une discipline pratiquée par des personnes vivant avec un handicap visuel. Initié par l'Amical Club des personnes handicapées au Burkina Faso, ce tournoi de solidarité est à sa 5e édition. 8 équipes y ont pris part et la grande finale a opposé l'AS Sonabel à Kozafa. En première période, l'AS Sonabel, grâce à son capitaine surnommé Mohamed Lamine Ouattara, à l'image du joueur de la section foot de l'AS Sonabel, permet à son équipe de prendre l'avantage.
Dans la deuxième partie, COSAF, poussé par le président Zico, remonte la pente. À force d'essayer, ils vont même reprendre l'avantage au score par 6 buts à 4. Au coup de sifflet final, COSAF est fait champion de cette 5e édition. Bon, il faut dire que la finale a été rude parce que j'avais en face de moi une équipe très très expérimentée parce qu'on se connaît bien. On a déjà joué plusieurs fois. Donc pour moi, l'équipe n'était pas facile. Donc en gros, le match n'a pas été du tout facile. Très 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 content, si on peut le dire, parce que c'était notre objectif. Et quand une personne atteint son objectif, il faut dire que la personne est très heureuse. Et j'en suis fier de notre jeu avec moi, et mes éléments et moi, ce que nous avons fait. Je suis très très content. En tout cas, la finale, dès le début, ça a bien débuté. On menait au score à la première période. En tout cas, c'était un sentiment de joie en ce moment où on était menait du jeu. À la deuxième période, on a perdu carrément le repère, ce qui a fait que c'était compliqué de remonter le score du moment où notre adversaire nous menait au score. Mais les coéquipiers aussi, voilà, bon, c'était compliqué aussi parce que certains n'étaient pas dans leur humeur. Ça fait que c'était compliqué de gérer les deux. J'étais dessus. J'étais préparé, voilà, à remporter cette finale et puis voilà, honorer, voilà, le représentant de la Sonabel ici présent qui venait aussi assister à un club qui a pris, voilà, le nom de leur club pour, voilà, honorer aussi. C'était vraiment mon souhait, ce qui n'a pas marché. Mais je crois que pour l'année prochaine, on va se préparer. Permettre à ces personnes vivant avec un handicap de pouvoir s'épanouir, tel est l'objectif du promoteur. Selon lui, c'est un pari réussi. Ça se voit, je suis ému parce que l'objectif c'est de ne pas savoir qui a gagné, qui n'a pas gagné, mais la mobilisation, parce que nos objectifs c'est faciliter l'insertion sociale et promouvoir les liens de solidarité. Vous avez vu, tout le monde était content, c'est ça l'objectif. On veut que ces enfants s'éclatent parce qu'en organisant cette activité, c'est créer vraiment un cadre pour que ces enfants puissent exprimer leur talent sportif. C'est ce qu'on a vu ce soir. Oui, la prochaine édition, on attend vraiment de l'accompagner parce que vous savez que vous n'êtes pas sans savoir que les ballons de Torbol, on ne trouve pas ici. On fait un coucou spécial au président, l'ex-président de la fédération, M. Sita Sangal, qui a commandé 5 ballons de la France pour nous, si on n'a pas de matériel. Et en plus aussi, il y a le matériel aussi, vous avez vu. Donc nous, on a beaucoup de difficultés, mais j'espère qu'avec le discours du patron de la cérémonie, du parrain Amédée Berengoudou, je rappelle que le patron c'est M. Rasmane Sawadougou, et ils nous ont promis de nous accompagner. On espère que l'année prochaine, ça sera plus opérationnel, en organisé spécialement pour les médias aussi. À l'occasion, quelques personnalités du monde du sport ont reçu des tableaux d'honneur et les 4 meilleures équipes ont été récompensées selon leur mérite. Rappelons qu'en levée de rideau, l'équipe de l'AJSB a battu celle du ministère des Sports et des Loisirs par le score sans appel de 7 buts à 4. En fin décembre, la Brigade nationale de sapeurs-pompiers organisait un tournoi de Maracana, la Coupe Intercentre de secours, initiative qui portait l'intention de détecter des talents pour l'équipe de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers. Donc, cette compétition a eu lieu dans la 8e compagnie du centre de secours de Boulmiogou du 21 au 30 décembre dernier. Yassine Saoudgo. Cette finale du tournoi Maracana Intercentre de secours a opposé le centre de secours de Bogodogo en rouge à celui de Boulmiogou en bleu. Dès l'entame du match, Boulmiogou se crée des occasions, mais fait face à une défense très bien organisée. Les rouges se réveillent par la suite, mais ont du mal à trouver le chemin des buts. 0 but partout au terme du temps réglementaire. C'est au tir au but que les rouges du centre de secours de Bogodogo s'imposent par 1 but contre 0. Pour le commandant de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers, cette compétition se veut une occasion de brassage entre les soldats de feu et surtout une tribune pour leur permettre de rester en bonne condition physique. Vous savez que les sapeurs-pompiers pratiquent beaucoup de sport. Chaque matin, avant de commencer le travail, nous faisons le sport d'abord. Donc il faut être en bonne condition avant de pouvoir sauver les personnes en détresse. Et donc, cette activité a été organisée en collaboration avec les différents commandes de compagnie pour justement permettre aux éléments des différents centres de secours qui composent
les 3 compagnies de Ouagadougou de pouvoir terminer l'année en beauté. Et vous savez également que le boulot de sapeur-pompier est très stressant. Et donc les hommes ont besoin du sport pour se récréer, pour se remettre de certaines interventions difficiles et également fraterniser, toutes choses qui concourent au bon fonctionnement du service et en tout cas du bon travail. Ce fut l'occasion pour lui de lancer un appel à l'endroit de la population pour plus de prudence en circulation afin d'éviter les accidents. Avec la Covid-19 qui doit réduire les activités qui regroupent les personnes, nous allons demander aux gens de boire juste. On ne peut pas les empêcher de ne pas boire l'alcool, mais de boire d'une manière modérée pour éviter les consommations excessives qui créent des accidents. Rappelons que tous les centres de secours de la ville de Ouagadougou ont pris part à ce tournoi. Et le vainqueur de la compétition, qui est le centre de secours de Ouagadougou, repart avec le trophée, un jeu de maillot, des ballons et la somme de 100 000 francs CFA. Quant au finaliste malheureux, il s'en sort avec aussi un trophée, des ballons et la somme de 75 000 francs CFA. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez encore avec nous pour la suite des programmes sur votre télé. Je vous retrouve demain à 13h.